De retour sur le plateau de Backseat, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Backseat. Nous avons la chance, regardez, il y a Scott qui est avec nous, incroyable. Scott, ça va mon chien? Scott, regarde, j'ai rapporté un truc pour toi. Tiens, regarde. Ah, les bulles. Ah, les bulles, regarde les bulles. Regarde. Non, ils sont top. Ça fait plaisir d'avoir Scott sur le plateau de Backseat, dis donc. C'est pisser dans un violon, quoi, c'est pareil. Super. Donc Scott, Merci, c'est le chien de Sacha. C'est quoi comme marque de chien? J'y connais rien. Un Golden Retriever. Golden Retriever. Il est magnifique. Oui. Alors tu vas voter aux législatives, Scott. T'es comment? C'est quoi ton rapport à la politique? Je vois ça. Bon, je te laisse. Ah voilà, on va parce que. Voilà. Merci Scott, c'était cool de te voir sur le plateau de Backseat. On a aussi la chance d'être rejoint sur ce plateau. Bon, c'est moins Gaspard. ouf. Hein, Gaspard, comment il va? C'est touche pas à mon poste, c'est devenu touche pas à mon poste. Ici, c'est génial. Il y a des bulles, il y a des yinches. Non, c'est cool, merci. T'as vu, c'est parti en couille depuis que t'es plus là. Bah oui, je suis content de vous revoir, les amis. Bah, ça fait plaisir de t'avoir, Gaspard, pour la dernière de cette saison. Écoute, merci à toi d'être là. Tout va bien pour toi? T'as bossé comme un chien, là Enfin, c'est pas. Pardon. Oui, mais on est sur le. Pas de spécisme, ok? Sur la présidentielle, qui a sorti des vidéos et tout, des portraits et tout. On a bien bossé, ouais. On a bien bossé. J'ai fait plusieurs projets, une app, des vidéos. Ça a été assez large comme. Ah ouais, non, bah putain, chapeau. Grosse période pour toi aussi. Bon bah très cool de te rejoindre. Écoute, cette semaine, les amis, on a décidé qu'on n'inviterait pas de politique sur le plateau de Backseat parce que fuck it, on est entre nous. On va faire une deuxième partie d'émission. On va parler un peu de Backseat, de se remémorer des bons souvenirs de cette saison, des bons ou des mauvais d'ailleurs. Discuter un peu de cette émission, de son format, des gens qu'on a reçus, de comment l'émission a évolué aussi pour nous tous. Backseat, c'est une émission qu'on a lancée il y a 1 an tout pile pour la pré-saison à l'époque. C'était un pari énorme pour mon coproducteur Altab Productions et moi parce qu'on se lançait dans un projet que personne n'avait jamais fait, un financement participatif où le public a répondu présent et ça c'était trop cool. Et une émission, à l'époque on avait commencé avec Usul et Léa, 2 seuls chroniqueurs. Ouais. On avait lancé l'émission. C'était la belle époque. Ah bah super. Après il y a les nouveaux qui sont venus, tu sais, la nouvelle génération qui est venue remplacer les vieux, les jeunes de la société civile. On vous voit. C'est ça exactement. La société civile qui est venue renouveler un peu le plateau. Alors que nous on est là, on cumule nos mandats, pépouze. Ouais, c'est ça exactement, les vieux de la vieille. Et donc voilà, et on a lancé l'émission dans le format que vous connaissez aujourd'hui à partir de septembre. Et je me souviens qu'on a fait un changement après quelques émissions seulement. Pour ceux qui s'en souviennent, au début, l'invité de la semaine restait avec nous pour les sujets de la semaine. Tout à fait. Et on s'est retrouvé à 2 reprises dans des moments un peu gênants, et même moi c'était gênant pour moi parce que du coup on parlait d'actualité politique, de dis donc les partis, la primaire des colos et tout. Et l'invité de la semaine, c'était un pote youtubeur qui était en mode, je sais pas, c'est compliqué pour moi. Du coup, j'ai pas suivi. Je me tournais vers lui en disant, et toi t'en penses quoi? C'est quoi le rapport de la Cour des comptes? Le pauvre Julien Méniel, je lui ai demandé, et toi le Congrès des Républicains? Il m'a regardé avec des yeux en mode, non. Candidat RN à qui tu parles de service public, quoi. C'est clair. J'ai pas préparé. Et donc ça on l'a changé et on a décidé de faire vraiment une séquence avec l'invité politique, l'invité de la semaine justement, où on parle que de lui, de son rapport à la politique, et il reste avec nous pour le quiz à la con. Je pense que c'était un bon changement. C'était un bon ajustement, je pense. Oui, c'était un bon ajustement. Mais c'est moi, ça a dû faire moins peur aux invités d'après aussi. Oui. Ils ont dû se dire ça va, on va pas me. Moi, je suis très content des invités de la semaine qui ont accepté de venir. Il y en a beaucoup, sachez-le, pour qui c'était vraiment pas simple de venir. Ils m'ont tous dit qu'il y avait vraiment de l'anxiété avant de venir sur le plateau. Beaucoup n'ont pas envie de parler de politique. Et je le comprends parce que la politique c'est le clivage et que beaucoup d'influenceurs souhaitent pas cliver et je peux tout à fait le comprendre, mais voilà. On a eu l'inverse, mais c'était très rare. C'est-à-dire Zach Nani, typiquement, il avait envie de parler politique et de parler avec pourquoi pas avec le politique. C'est vrai. Mais il l'a fait d'ailleurs. C'était plutôt une exception que la règle. Absolument. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. On a eu Guillaume Meurice aussi qui était une grosse exception que j'ai accepté de faire. Moi, j'avais placé la règle dès le début. Je veux qu'on reçoive sur ce plateau en invité de la semaine des influenceurs, vous voyez ce que je veux dire, des créateurs sur Internet qui n'ont aucun rapport avec la politique, qui n'en parlent pas d'habitude, pour avoir des gens qui viennent nous rapporter leur rapport à la politique, leurs angoisses. Et effectivement, on a vu au fur et à mesure des émissions, un pattern, des gens qui représentent en fait assez bien cette génération de la politique, non, je la suis pas, elle me saoule, et en même temps, j'aimerais bien m'y intéresser, j'aimerais bien. Moi, j'ai vu des échos vachement intéressants avec ce que disent beaucoup de jeunes en fait. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'on ait reçu que des influenceurs, fait que leur statut même
d'influenceurs faisait que est-ce qu'ils voulaient s'aliéner une partie de leur public en allant un poil trop loin. Donc la majorité disait oui, alors la politique, oui, j'ai quelques engagements, mais c'est plus, je sais pas, les animaux, un peu le féminisme, un peu l'écologie, ouais, mais pas trop, t'inquiète. Ouais, et puis il y en a d'autres qui étaient là, mais qu'est-ce que tu dis, genre... Chronomusique, c'était quelque chose. Oui, alors Chronomusique, c'est encore un autre cas spécial. Chrono. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas envie de s'aliéner une partie de leur public en disant ouais, j'avoue, je suis de gauche, ouais. Et d'un autre côté, c'est assez représentatif des 20-30 ans aujourd'hui en France. Il y a quand même beaucoup de jeunes de 20-30 ans qui ne sont pas nécessairement encartés, qui ne sont pas politisés non plus au point d'être militants. Tu veux dire des marcheurs? Non, pas nécessairement des marchands. Non, pas forcément. Non, mais je sais que là, j'ai un petit peu la gueule du jeune investi. En plus, je suis à la place de l'invité politique, donc j'ai l'impression que je me présente ça te va bien. Ça va bien. Du coup, t'es candidat dans quel circo? Voilà, la 5e de Paris. Tu la sens bien? Il était parachuté, je sais pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. T'as gardé des bons souvenirs, toi, des invités de la semaine? Des invités de la semaine, ouais, même si je partage un petit peu le truc où c'était un peu galère d'aller essayer de leur soutirer des informations sur d'où part leur engagement, qu'est-ce qui les fait bouger aujourd'hui. Mais bon, j'ai pas trouvé que ça dénotait particulièrement de ce qui se fait. Mais je trouve qu'il y a eu pas mal de... Tu vois, Chrono, à la limite, c'était une... Moi, j'étais encore là quand il y avait Chronomusique, mais c'était quand même intéressant parce que, en fait, ça représente aussi un pan de la population qui s'en bat les totales de la politique, qui prend ça en moquerie générale, et c'était intéressant aussi. Et c'est réel. Enfin, tu vois, c'est réel. Oui, Chronomusique, dans son côté trollisme, il représente aussi le plus rien à foutre. Après, c'est pas parce que tu trolles que t'en as rien à foutre. Hein. Mais c'est pour ça qu'à la fin de l'interview, on a quand même réussi à le faire un peu parler. Il a baissé le masque et il a... J'adore turbo-troller, j'adore la politique, tu vois. Après, on a eu des dingueries aussi. Hein. C'était Exerve qui nous a balancé des missiles là comme ça. Sur les gendarmes, Fils de gendarme, le racisme dans la police. Il nous a dit non, c'est vrai, je connais les gendarmes. Je sais que par exemple, il y en a, ça se trouve, qui battent pas leurs femmes. Je crois qu'il y en avait dans le. Il nous a dit ça. C'est vrai que même toi, t'étais choqué. Mais moi, j'étais là, wow. Non, il était allé fort. Moi, je me souviens de Daz qui était bien lui aussi. Qui était intéressant, parce que lui, il assumait complètement de cyberharceler. Enfin, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais j'ai un rôle sur Internet, c'est de coller des tartes aux gens qui sont pas d'accord avec moi. Et je l'assume complètement. Et sur Twitter, et moi j'étais un peu sur le cul. Et d'ailleurs, je lui avais posé la question. Je lui avais dit, mais c'était intéressant. Je lui ai demandé, est-ce que pour toi, les gens qui ne pensent pas de la même manière que toi sont des cons? Il m'avait dit oui. Et c'était sa réponse. Et ben c'était intéressant. On avait quelqu'un qui assumait complètement de dire non, mais c'est moi je distribue des tartes sur Internet et c'est ok. Même sur la posture un peu masculiniste que ça veut dire aussi. Il avait reconnu quand Léa l'avait lancé là-dessus. Il avait dit oui, c'est vrai. D'ailleurs, il m'avait dit ta gueule ou je t'en mets une. Non, il t'avait pas dit ça. Mais ouais, non, les invités de la semaine. Mais avant de parler des invités de la semaine, d'une manière générale, Backseat, c'est une proposition médiatique différente qui est vachement dure à faire exister. En fait, un temps médiatique spécialement consacré à une génération tout entière qui a un rapport conflictuel à la politique, je me rends compte de la difficulté que c'est. Et je comprends pourquoi aussi des grands médias bien installés se lancent pas dans l'aventure. Parce que c'est très difficile à faire vivre. Je ne sais même pas si on a réussi à le faire, mais positionner un temps médiatique un peu spécifique à l'occasion d'une élection présidentielle, où on va parler de politique de manière détendue, mais quand même en allant au fond des sujets, je sais pas, c'est un challenge, quoi. T'as vu ou pas cet article du Monde? Moi, j'ai trouvé que c'était réussi aussi par ce genre de petite confirmation des médias mainstream. Il y a eu un article du Monde pendant la présidentielle qui a sorti un classement du temps de parole alloué aux politiques, aussi sur les médias, et t'étais dedans. Ouais. Et tu as fait partie de ceux qui ont donné le plus de temps de parole à des camps politiques différents. À des camps politiques différents. Et j'ai trouvé ça intéressant comme article parce que savoir que, bon, c'est non officiel évidemment, puisque le temps de parole... C'était une vidéo même carrément. C'était une vidéo, mais ça partait d'un article du Monde. Ouais. Et j'ai vu la vidéo juste. Et j'avais lu ce truc-là et c'était intéressant. Ce qui était intéressant, c'est qu'il faisait la distinction entre... Il y avait les médias de droite, extrême droite, il y avait les médias de gauche. Ouais, mais justement, ils distinguaient pas. Classé dans les médias qui invitaient un peu tout le monde. Ouais, mais tout ça parce qu'on a eu Hélène Touy. Moi, cet article, je l'ai trouvé... Enfin, oui, moi, je me souviens de cet article. Je me souviens de cet article. Moi, je l'ai trouvé à chier, cet article, parce que Le Monde s'est lancé dans en fait un comparatif. La mesure du temps de parole n'a de sens qu'à la télévision et à la radio. Ça n'a pas de sens dans la presse écrite. Ça n'a pas de sens sur Twitch. Et moi, j'ai trouvé leur exercice complètement pété parce que je me retrouvais dans un tableau dans lequel il y avait Thinkerview, Livre Noir, Hugo Décrypte. Mettre dans des cases. Mais déjà, j'aime pas qu'on mette dans une case et que du coup, créer sur quelle base est-ce qu'on sélectionne? T'étais dedans aussi, non? Ouais. C'est un délit. Mais c'était mal calculé. Enfin, moi, de mon côté, c'était hyper mal calculé. Mais de toute façon, c'était biaisé dès le début. Mais oui, mais en tout cas, il y a une fois qu'ils aient eu envie de le faire, mais j'ai trouvé ça à chier. Bref, c'est... le Monde, je vous aime beaucoup. Voilà. Non, mais on s'en fout, c'est de la merde. Non, mais on a quand même fait vivre une sorte de pluralisme qui allait, mine de rien,
mine de rien, de LR à Philippe Poutou. Oui. Bon, ils n'étaient pas reçus pareil, mais ils étaient reçus. Ça me faisait chier d'ailleurs, mais ça vous le savez, ça me faisait chier qu'ils soient pas reçus pareil. Parfois, j'ai trouvé qu'il y avait de l'hostilité vis-à-vis de certains de nos invités, mais bon. L'inverse, c'est vrai, on a eu des invités qui étaient hostiles avec moi. Je crois que j'ai bah oui. moi aussi, bon, la politique, c'est le clivage. Je regarde un sacré souvenir. Mais tu vois, on parle des invités politiques, ça a été très difficile de faire venir des invités politiques sur ce plateau. Alors pas tous et pas tous pour les mêmes raisons et de la même manière. Il y a beaucoup de politiques qui me connaissent, qui connaissent ma chaîne et qui sont venus d'entrée de jeu parce qu'ils ont confiance en moi, qu'ils ont vu ce qu'on a créé, etc. Aussi. Il y en a qui kiffent, il y en a qui ont demandé à venir, à revenir, mais c'est beaucoup plus à gauche qu'à droite. On a eu une vraie difficulté à faire venir les Républicains sur ce plateau, une difficulté que je m'explique en grande partie par le fait que les Républicains, c'est un camp politique qui a une histoire avec des hauts et des bas vis-à-vis des jeunes. Il y a des moments dans l'histoire où la droite française a été très proche des jeunes, 93-95, la campagne de Chirac, 2006-2007, Nicolas Sarkozy. Il y a eu des moments où voilà, les jeunes, la droite, ça marchait bien, ça collait bien. Et puis il y a d'autres moments où c'est le creux de la vague et en fait même les ténors du parti en fait s'en battent les couilles des jeunes. Au moment du congrès, les Républicains, moi je voulais recevoir sur ce plateau les candidats au congrès. On avait des vraies questions à leur poser, des super bonnes questions. On a reçu Philippe Juvin, que je remercie encore d'être venu, qui était très intéressant. Mais les autres, leurs conseillers com, m'ont dit au téléphone, écoute Jean, on t'aime bien dans l'idée, pourquoi pas, mais tu sais, là nous on doit parler à nos adhérents et nos adhérents ils sont pas sur Twitch. Donc désolé, on va aller sur France 3 Région quoi. Bon, j'en veux pas plus que ça, mais on s'est retrouvé dans une difficulté. On a eu vraiment du mal à recevoir les Républicains. Moi je trouve ça triste et dommage. Parce que je pense que c'est un camp politique qui a quand même des trucs à dire. Bah ouais, après on a eu Nelly Garnier. On a eu Nelly Garnier, on a eu Élie Réa qui est le jeune avec Xavier Bertrand. J'aurais préféré recevoir Xavier Bertrand. Mais on n'a pas eu d'anciens ministres, de gros poissons, de députés. Il y en a qui nous disaient ouais, pourquoi pas, mais qui nous confondaient avec une radio étudiante parce que pour eux, bon, ils connaissent pas très bien Twitch et tout, je peux pas leur en vouloir. Alors qu'à gauche, voilà, tu claquais des doigts, ils voulaient tous venir. Europe Écologie Les Verts, les socialistes, les communistes, les insoumis. Et LREM aussi, hein, ils sont assez Et En Marche, chauds, alors par contre, En Marche, mais contrairement à ce qu'on peut penser, En Marche, ils ont toujours été très chauds pour venir, vraiment. Ouais. Après, ils sont très numériques. Hein. La campagne numérique En Marche, c'est un truc qui est hyper bien rodé, alors que la campagne numérique chez LR, ça... il y en a pas. Tu as écouté le podcast de Valérie Pécresse ? J'ai fait une chronique sur France Inter sur le podcast de Pécresse que j'ai trouvé plutôt réussi, mais elle a fait 4 épisodes et elle a arrêté. Ah ouais. Mais bon, c'est comme ça, dont acte. J'aurais vraiment voulu qu'on ait plus la droite française, parce que pour le coup, on avait des vraies questions à leur poser sur la mutation politique de ce camp-là, sur l'émergence du racisme en interne à leur parti, qui historiquement était dans un gaullisme, un chiracisme de rejet de l'extrême droite, le cordon sanitaire, on en a parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Bon, j'aurais voulu leur poser la question à eux davantage, c'est pas grave. On a quand même reçu des gens importants, on a reçu des ministres à plusieurs reprises, on a reçu 3 je crois quand même. Pas dégueulasse. Julien de Normandie, Barbara Pompili, Clément Beaune. Et c'est tout. Et je crois que c'est tout. Hein. Oh, c'est pas mal. On a reçu la présidente de la commission des lois, on a reçu le rapporteur général du budget, qui est désormais ministre, c'est vrai. Bravo d'ailleurs. GG Yael. Ouais. On a reçu Christophe Castaner, qui n'était plus ministre, qui était président du groupe majoritaire, mais c'est quand même pas n'importe qui. Non, je sais pas, vous avez gardé des meilleurs souvenirs que d'autres sur les... Mais on a mis des extraits de côté d'ailleurs. Alors, la présidentielle. Justement, je vous propose, effectivement, j'ai proposé à mes chroniqueurs pour cette deuxième partie d'émission de sélectionner chacun un extrait de la première saison de Backseat, un moment qui leur est resté en mémoire. On va commencer avec le tien, Usul, si ça te va. Ouais. En régie, si vous êtes prêts à envoyer l'extrait. Attends, parce que vas-y, contextualise, vas-y, on va faire ça comme ça. C'était un peu avant, parce que moi j'ai pris, mine de rien, il y a des sujets qu'on a plus suivis dans Backseat que d'autres. On s'est évidemment enflammé pour la primaire, les primaires. Oui. On a été très dans le système électoral. Et il y a une initiative qu'on a suivie depuis l'été, la pré-saison de l'été dernier, c'était la primaire populaire. Oui. On a d'abord reçu Mathilde Dimer. Ouais. On a parlé avec elle de la primaire populaire. Et c'est un truc qu'on a continué à suivre, mine de rien, qui a sans doute eu plus d'écho proportionnellement ici qu'ailleurs. Parce que mine de rien, il y a quand même un truc générationnel qui faisait sens par rapport à nous. C'était aussi des jeunes, machin. On a plus suivi ça que d'autres gens, sans doute. Et puis, il y a eu le moment où Samuel Grybowski est revenu sur le plateau. Ah oui. Et on a eu une discussion avec lui sur après la fin, le moment où ils ont fini par dire de voter Jean-Luc, et où on est revenu sur la petite vidéo dans laquelle il disait il nous faut de la data, machin. Je vous propose de regarder l'extrait, si c'est calé. Donc ce fichier, il est incessible, on ne peut pas le vendre. La première personne qui nous a dit il faut faire du rapport de force, franchement, moi je l'assume, parce que c'est à moi qu'on l'a dit dans les yeux, donc je suis prêt à l'assumer, c'est la France Insoumise. Tous. Et ils m'ont dit,
combien vous avez de data, ensuite on discute. Donc moi j'entends, c'est leur formation parce politique. Qu'ils font la même chose avec mais leur sûr, je suis pour, ça naïf. consistait à faire exactement la même chose. Et c'est une forme de data démocratique, parce que quand la France Insoumise nous dit, et je les soutiens aujourd'hui avec joie, quand ils nous disent on veut de la data pour gagner cette élection, c'est pas pour la vendre ou pour l'exploiter, c'est juste pour avoir l'oreille de personnes qui sont beaucoup plus facilement aujourd'hui accessibles dans leur boîte mail que dans la rue, ou que dans les corps intermédiaires, surtout en plein Covid. Donc quand la France Insoumise nous dit combien vous avez de mails, c'est ça qui compte, il faut pas diaboliser cette attitude-là. Donc oui, dans cette vidéo, on m'a fait passer pour un start-upper macronien parce que je parlais de data. C'était le langage. Peut-être que tout le langage était imprégné de ça. Je suis désolé, mais pour un militant politique classique, c'est vrai qu'on entend ça. Oui, mais comment il parle? Mais je comprends, mais je suis ni macronien ni start-upper. Donc je dire data, c'est le mot est choquant. Non, mais non, c'est pas le mot, c'était tout le vocabulaire. Oui, le vocabulaire. Voilà, ça, je suis désolé si la forme a blessé ou choqué. Quand j'ai fait la marche pour la Constitution, là, pour la 6e à Paris, beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire que ça les avait blessés. Je leur dis, je suis navré, sincèrement. Mais sur le fond, la data, bien sûr qu'elle participe à gagner une élection, et c'est le Sunrise aussi aux États-Unis, vous avez raison, qui nous l'a appris. Bon. Alors pourquoi j'ai choisi cet extrait-là? Parce que c'est un moment où il a pu s'expliquer, parce qu'eux ils se sont mangés une tempête médiatique qui a été un très dur moment aussi pour eux, et c'est un moment où il a pu s'expliquer après que le truc soit retombé. Ouais. Et Backseat, ça a été un espace aussi pour reparler de ça à froid, au moment où tous les autres médias étaient passés à autre chose, parce qu'il se passait plein d'autres choses, et moi j'ai aimé qu'ici on ait pu suivre le truc sur le long cours, en rencontrant les acteurs de ce truc-là, des nouvelles initiatives comme ça. Nous on les a critiquées aussi, hein, mais c'était bien de pouvoir s'expliquer là-dessus. Et Samuel Grybowski s'en est pris évidemment plein la gueule à cette époque-là, par tout le monde, par les insoumis, par les écolos. Mais là, il a expliqué que on me dit de faire le rapport de force. C'est les insoumis qui m'ont dit fais le rapport de force. Alors j'ai dit on va faire le rapport de force. Et donc c'est. Tu peux pas l'en vouloir, ouais. Voilà, donc je trouvais que c'était un moment intéressant de ce que pouvait aussi donner Backseat, y compris hors de la frénésie médiatique de temps en temps, redescendre y compris rétrospectivement. Sur je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Alors moi, je continue là-dessus sur un bon souvenir que j'ai gardé de l'interview de Samuel Grybowski, c'est qu'à la fin de l'interview, on lui a parlé du cyberharcèlement qu'il a vécu, qu'il a subi de la part des militants insoumis sur Internet. Il était surpris qu'on aborde ce sujet-là. Du coup, il s'est livré. Il nous a dit qu'effectivement, c'était d'une violence inouïe, des menaces de mort, etc. C'était très violent. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'après l'émission, je suis resté en contact avec Samuel Grybowski. On est même allé prendre un café ensemble. Et il m'a dit que depuis son passage sur Backseat, il a reçu une flopée d'excuses de plein de gens qui lui ont envoyé des DM pour lui dire salut, je t'ai vu sur Backseat, je tenais juste à dire que en fait je me suis reconnu dans les gens qui t'ont de fait harcelé et que je voulais juste te dire que je suis désolé et tout. Et donc il m'envoyait des textos en me disant Jean, depuis que je suis passé sur Backseat, tous les jours ça n'arrête pas, des gens qui me disent on a un vrai problème à la France Insoumise de cyberharcèlement et voilà, et donc je voulais dire que je suis désolé et tout machin. Évidemment le fait qu'il ait rejoint la France Insoumise aidait à cette réconciliation, mais voilà, c'était intéressant. Du coup peut-être que si tu invites Manuel Valls, il va revenir sur Twitter. Mais c'est que blague à part, Manuel Valls, je rêve de l'interviewer. C'est extrêmement intéressant, Manuel Valls, son parcours politique, ce qu'il a incarné, les attentats de 2015. J'ai envie de revenir avec lui sur beaucoup de choses, sur la deuxième gauche, sur son histoire et tout. Bon, un jour peut-être, mais... Il faut dire aussi qu'il y a des gens qui très bien qui font de la data et des startups. Ça va, tu t'es senti visé, Gaspard? Non, mais moi je trouve ça intéressant à l'extrait parce que j'étais plus là sur le... J'étais plus là sur le plateau, mais c'est vrai que moi je me reconnais un petit peu dans ce qui est dit là. Il y a un truc problématique chez une partie des Français, et je pense que l'électorat insoumis, sans jugement, vraiment a un peu un problème avec ça, avec le fait de parfois rendre la politique, enlever le côté humain de la politique et y mettre beaucoup de chiffres, y mettre beaucoup de data. Il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites. Moi, j'ai fait part d'une initiative. Pareil, je me suis pris un harcèlement mais extraordinaire de la part de différents camps politiques, mais le camp insoumis étant quand même l'application leader. Je me permets de le dire ici. Shitstorm aussi. Et je me permets de le dire ici parce qu'on a eu une enquête de la CNIL par rapport à ce truc-là, aussi parce qu'il y avait une effervescence populaire sur Twitter qui disait attendez, là il y a 4 jeunes qui sont en train de faire des trucs avec de la data, alors que il y avait vraiment, c'était vraiment dans un objectif purement démocratique. C'était des gens issus du milieu associatif qui voulaient faire ça, etc. Pareil, on s'est pris un shitstorm extraordinaire. Ouais, je m'en souviens. Ça s'est pas fait sans mal, mais derrière, la CNIL a rendu son rapport récemment. Bon, évidemment, il n'y a pas eu d'article dans Libé, dans Arrêt sur Image ou sur Mediapart, mais on dit... Et l'article vous blanchit complètement. Pardon ? L'article vous blanchit complètement. Oui, le rapport de la CNIL dit ok, c'est bon, finalement, il n'y a pas de problème. Dès qu'on vous a dit là, il y a un problème, vous avez changé et tout, donc ça allait. Mais il y a eu un côté hyper. Après, je pense que c'est hyper relatif à la présidentielle, mais il y a eu un côté hyper épidermique et
juste. En fait, parce que c'est une discussion que j'ai eue à nouveau. Je suis allé à un meeting la semaine dernière pour soutenir ma candidate NUPES du coin. C'était Marie-Charlotte Garin, votez pour elle. Et je peux pas t'empêcher. Aucune limite. Voilà. Et l'animation du militantisme là, du tractage, du machin, était faite par des gens de la primaire populaire. Et ils parlaient tous en mode start-up. Et alors, petit décalage, tu vois. Et après, moi, je leur ai dit, vous vous rendez compte, là, vous étiez devant une assemblée de militants et vous leur parlez de contacts à réactiver et de machin et à transformer. Là, on a fait 500 conversations. Voilà, tu sais, ils parlaient comme ça. Et je leur ai dit, c'est super chelou. Et là, ils me sont tombés dessus à 3 pour me dire, ça me blesse ce que tu me dis là. Vraiment. Donc, tu vois, mais c'est des méthodes politiques qui sont pas les tiennes. Le soutien de la primaire populaire devant l'éternel. Mais voilà, c'est pour dire que cette culture est toujours la primaire populaire, mais juste, c'est la décontraction avec laquelle des gens qui ont une autre culture, une culture start-up, vont aborder les choses politiques qui pour nous sont peut-être plus différentes, organique, plus graves, plus charnelles, plus sensibles et plus historiques. Ouais. Et en même temps, le cynisme en politique a toujours existé. Et quand je dis décontraction, je pourrais dire désinvolture aussi, data, machin, truc, machin. Bon, je sais pas, moi je trouve ça bizarre. Et il y a un choc de culture, mais c'est marrant que ça se joue aussi dans la NUPES, de voir que des gens avec des cultures différentes vont se rencontrer, apprendre à travailler ensemble. C'est ça aussi c'est ça qui est fascinant. La NUPES. D'ailleurs, moi j'ai des militants de terrain qui me disent on débarque, ils sont là avec leurs tracts qui ressemblent à des tracts un peu pétés de la CGT, et puis nous on est là, non, on va faire des posts sur Instagram avec des stories, c'est des cultures militantes, c'est ouf quoi. C'est assez intéressant. Tu vois, je suis d'accord, mais oui, on en parlait aussi sur les vidéos hyper produites d'Emmanuel Macron où tu sens Havas, tu vois vraiment les mecs en costume cravate sortis d'école de communication qui te font un truc hyper léché. Par rapport à ce que tu disais, Gaspard, c'est peut-être la désinvolture de nous, on fait un petit outil pour aider. On a une petite idée, un peu civic tech, un peu machin, un peu marrant. Et puis il y a des gens sérieux derrière, genre la CNIL, qui font mais arrêtez, c'est chaud des fichiers que vous avez, des fichiers d'opinion politique de gens. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire de ça dans une dictature, etc., etc. Tu sais, le décalage entre une légèreté d'un côté et des gens qui une légèreté perçue comme telle, parce que visiblement ce que dit la CNIL, c'est non, il n'y a pas de légèreté. En gros, ce qui est, oui, non, c'est ça. Ça a été fait avec beaucoup de sérieux, mais que c'est vrai que l'ambition à la base était citoyenne et que c'est vrai qu'à toute fin politique, il pouvait y avoir un enjeu, en effet. On va enchaîner avec l'extrait de Léa. Je suis même pas sûr qu'on ait besoin de le contextualiser, celui-là. Si, je vais quand même en dire un mot. Vas-y. Après. Attendez un mot après. Alors la régie, vous pouvez envoyer l'extrait de Léa, allez-y. Attention. Dans le milieu YouTube, influence, machin, en général, t'essayes de pas trop froisser les gens, quoi. Oui, parce qu'en même temps, il y a cette contrainte économique. Ouais. Vous êtes aussi pressuré, on vous serre le kiki. Alors, j'ai remarqué que serrer le kiki est devenu une expression officielle qu'on a le droit de dire. C'est dans le petit Robert française. C'est Finkielkraut, il a dit c'est bon. Macron le dit. Le Pen le dit. Macron dit serrer le kiki. Mélenchon le dit serrer le kiki. Mais ça veut dire quoi? Serrer le kiki, ça veut dire. Mais quel kiki? Pressuré. On avait une discussion intéressante jusque-là. Merci. Vraiment super. La vaccine vient de. Ok, bon. Non, parce que pour moi, le kiki, c'est soit le truc que tu mets dans tes cheveux, soit. Très bien. Je crois que c'est la bistouquette. Donc, je crois que c'est vraiment. Très bien, ça. on enchaîne. Oui. Alors, pourquoi je parlais de serrer le kiki? Je sais pas, t'es parti dans un truc là, tu reviens de perdre le contrôle de vaccine. Les peluches qui suçaient le pouce. Oui, il y avait les kikis, ouais, c'est ça. Oui. Mais moi, je participe à la discussion. On enchaîne là. Mais moi, j'essaie d'enchaîner. C'est vous qui avez bloqué sur serrer le kiki. Voilà. Je vous ai dit, en plus, c'était validé. Macron le dit, tout ça. On a le droit de dire serrer le kiki. Ok, les pieds sur la table. Vas-y, très bien. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. On parlait d'influence et du fait que j'ai des espèces de d'enjeux économiques. Oui, et t'es pas le seul, en fait. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un certain nombre d'autres acteurs que toi de ce milieu-là qui en diraient vachement plus si on leur serrait pas les cordons de la bourse? Voilà. Oh là là. C'est débile, mais. Pourquoi t'as choisi cet extrait? Après, je suis toujours autant bordée. Non, c'est. Parce qu'après, t'as réentendu serrer le kiki dans des discours politiques et tu t'es dit, mais c'est vrai qu'ils le disent. Alors, pardon, je ris beaucoup. Non, pourquoi j'ai choisi ce moment? Parce que pour moi, c'est important de montrer que la politique, ça peut être au-delà des trucs chiants. On considère souvent que la politique, ça fait chier, c'est chiant, c'est ringard, c'est pas drôle. Voilà, à chaque fois qu'on dit ça y est, on passe dans les trucs sérieux, on va s'emmerder. Et en fait, moi, je trouve que la force de cette émission, c'est aussi de casser ça. Ouais. De dire, on peut se marrer en parlant de politique, en vous montrant qu'en fait, la politique, c'est aussi
quelque chose quand même qui nous permet de discuter, de faire société et aussi de se marrer, pourquoi pas. Je pense que c'est aussi très important de casser le côté chiant. Je suis d'accord avec toi, et ça c'est typiquement le genre de truc qui ne peut exister que sur Backseat. C'est l'espèce de moment où je perds le contrôle de mon émission parce que vous partez en couille, et en fait moi je l'accepte, je mets les pieds sur la table en disant non mais continuez sans moi les gars. Je trouve que c'est ça n'existe pas ailleurs. Je trouve que c'est la force de cette émission, c'est ce que aussi tu as réussi à faire à travers des dispositifs comme le quiz à la con ou autre, c'est de rendre la politique un peu fun, et je crois que c'est ça la vraie promesse de Backseat. Oui, et en même temps il y a fun et fun, c'est-à-dire qu'on fait pas non plus du quotidien. C'est-à-dire qu'on prend la politique au sérieux dans cette émission, on va pas faire des moqueries pour le plaisir de faire des moqueries, on rigole. Absolument. Mais derrière, on enchaîne sur un sujet méga sérieux. On a abordé dans cette émission la crise des sous-marins en Australie, le rapport de la Cour des comptes. Je sais, c'est mon kink, je reviens dessus, mais on aborde des sujets sérieux. Attends, je l'attends. Mais donc voilà, c'est cette émission dans laquelle on est capable de faire les deux et d'enchaîner très vite en passant de l'un à l'autre. Et donc, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que ce moment était quand même historique dans Backseat. Et je trouve qu'il est assez significatif des moments. Pour moi, je prends énormément de plaisir à venir ici parce que je sais que je vais passer un bon moment, qu'on va pouvoir se marrer. Quand on me propose d'intervenir sur des plateaux télé, c'est clair que je suis moins détente, clairement. Ah c'est pas la même ambiance, toi et moi, on l'a fait. Le ton, en fait. Le ton, donc bravo pour ça, parce que vraiment, je trouve ça assez cool, quoi. Sacha ? Oui, on peut peut-être passer l'extrait avant. Et on en discute après ? Après. Alors la régie, si vous avez l'extrait qu'a sélectionné Sacha, vous pouvez l'envoyer. T'as choisi ce moment-là ? Exactement, j'ai choisi ce moment-là. C'est le métavers, tu sais. Comment s'appelle le groupe de musique des Insoumis dont fait partie Adrien Quatennens ? Les Insimous, les Insous-Sols, les Insouks ou réponse D, les Insouciants. Il est batteur, je crois, Adrien Quatennens, si je dis pas de bêtises. Après, il est juste derrière, on peut directement lui poser la question. J'essaie d'observer ses réactions, mais pas du tout. Commencez pas à soudoyer l'invité politique de l'émission. 2 ou 3 non, Adrien Quatennens ne répondait pas. Et je crois me souvenir assez du lore des Insoumis pour... il me semble que oui, c'est les Insous-Sols précisément parce qu'ils répètent dans un sous-sol. Eh bien, la bonne réponse, chers amis, c'était bien la réponse B, les Insous-Sols. Effectivement, grand moment, ça aussi. C'était un très grand moment. En fait, moi, j'ai choisi cet extrait parce qu'on a fait l'émission du coup au Belouchis. Dans un bar. Dans un bar, exactement. Il y avait 300, 400, 500 personnes qui étaient venues nous voir en direct. C'était la première fois qu'on était tous les 5 en plus avec Adèle sur le plateau. Et il y avait du coup Adrien Quatennens en invité politique. Et déjà, l'interview, j'ai trouvé qu'on a été bon, sans vouloir nous lancer trop de fleurs. J'ai trouvé qu'on a été bon sur cette interview. Alors même qu'il était très fort. Dans son genre, il est rentré dans l'émission en comprenant très bien qu'il pouvait y aller, qu'il pouvait, même moi il m'a trollé, il avait bien raison, enfin c'était hyper bien foutu. Mais pour autant, nous on le faisait chier, et c'était d'autant plus dur, je sais pas si vous vous souvenez, mais qu'il y avait 500 personnes dans le bar, dont évidemment une grosse partie d'insoumis comme d'hab sur mon chat, et du coup, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il y avait un tonnerre d'applaudissements. Et nous, on se regardait avec Jules et avec toi derrière en disant bon, là, il va falloir l'enchaîner sur la question suivante, qui est pas sympa qui est une question difficile. Et il est venu sur l'émission nous expliquer qu'il voulait pas faire la soupe de logo avec les autres parties. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses depuis cette émission. Non, et puis c'est surtout d'avoir pu faire cette émission dans ce cadre-là, avec toute la prod derrière, avec tous les gens qui sont venus nous voir, dans une super ambiance. Franchement, j'étais comme ça avant. Hein. Ça a été un des moments les plus flippants de l'année, pour moi, je pense. Mais ça a été un moment incroyable. Mais c'était trop bien. Vraiment, le public était extraordinaire. On a bu des coups après avec les gens. Vous étiez tous adorables. Enfin, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Mais comme le public, à chaque fois, vous rencontrez, vous aussi, vous êtes bien, vous en faites pas. Voilà, donc ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'était un grand moment de cette première saison de Backseat. C'était un tour de force en prod de la part d'Alta Productions de réussir à déménager tout ça et installer tout ça dans un bar à Paris en 24 heures. Donc ouais, non, super souvenir. Gaspard, je lis un commentaire depuis lors. Sacha est de gauche. Non. Non. Toujours pas. Désolé. Pas converti. Gaspard, t'as choisi un extrait. Tu veux qu'on en parle ou on le... Matons le truc et je sais plus bien ce que j'ai mis. Alors je veux dire qu'on va... Donc on va peut-être pas contextualiser. T'as trop pris l'apéro, Gaspard, en fait. Ok, la régie, vous pouvez envoyer du coup l'extrait de Gaspard. Vous avez introduit quand même, Najat Vallaud-Belkacem, la question du genre au sein de votre ministère. Plus récemment, une circulaire de Jean-Michel Blanquer concernant l'accueil des élèves transgenres a été publiée fin septembre. D'aucuns disent qu'en fait, il ne fait que poursuivre un petit peu votre action ministérielle. En 2013, vous aviez fait expérimenter le programme des ABCD de l'égalité dans 600 classes de primaire. L'objectif, c'était de lutter contre les stéréotypes de genre. Le programme avait été vivement critiqué, finalement abandonné à la rentrée 2014. Est-ce que c'était trop woke pour les Français ?
Moi, j'avais posé la même question. J'allais dire, est-ce que vous n'êtes pas l'ambassadrice en France du wokistan? Non, mais en fait, à chaque fois que j'entends le mot woke, ça me C'est pas une insulte dans ma bouche du tout. Ça me hérisse, mais à un point que vous n'imaginez pas. Mais pourquoi ça me hérisse? Parce que en fait, on l'utilise comme un... À tort et à travers. Oui, à tort et à travers, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis surtout comme l'illustration des dangers qui guettent notre société. Enfin, je veux dire, être woke, c'est être éveillé aux inégalités, être éveillé aux dominations et comprendre qu'en fait, il y a des sujets dysfonctionnels, on va dire, dans notre société qu'il faut savoir traiter, que sont les discriminations et les inégalités. En fait, ça me fait penser à quand on traite les gens qui s'occupent de droits de l'homme et qui sont attachés aux libertés fondamentales, on les traite de droits de l'homiste. C'est exactement la même chose. Quand vous dites wokiste, j'entends droit de l'homiste. J'ai envie de vous frapper, quoi. Ah oui, ok. Voilà, on s'en souvient. Je me souviens pourquoi j'ai pris ce truc. Pourquoi tu l'as pris? Vas-y. Il y a 3 trucs. Le premier, c'est que je me souviens de cette émission, elle est arrivée particulièrement en retard. Oui. Et moi, ça me fait réaliser la difficulté du live sur la production, etc. Je fais pas du tout de live habituellement, et l'exercice Backseat, et je te remercie Jean, moi m'a initié à un truc hyper exigeant, de la pensée rapide, mais aussi une culture de la réaction quand parce que toi, à la limite, tu es là, tu es animateur, modérateur. L'exercice de chroniqueur, c'est un exercice particulier. En plus, moi-même, je suis arrivé en retard, je suis quasiment sur la dernière, et je me souviens, j'ai flippé ma mère parce que je me suis dit, putain, l'émission va démarrer sans moi. Et évidemment, ça fait pas de cadeau. Le deuxième truc, c'est que j'ai envie de vous frapper. En fait, il est marrant parce que c'est le genre de réaction un peu que tu peux avoir aussi un peu que sur Internet, un peu que sur Backseat. Tu la vois pas dire ça à Bourdin ou à d'autres, même ou à Nathalie Saint-Cric, etc. Et puis le troisième truc, juste peut-être un peu sur le fond. Cécile Duflot qui fait coucou, je suis caché dans mon nez, quoi. Elle nous a fait un truc comme ça. Je suis caché, ouais. Oui, je sais plus. Elle avait pas dit merde aussi, enfin, des petits trucs aussi. Mais oui, ça, oui, serait pas fait. Elle aurait pas fait ça à l'émission politique de France 2. Quoi. Non, exact. Non, mais voilà, donc les 2 premiers trucs, c'était un peu sur la forme. Non, alors que Cyril Kiki, finalement, tu peux l'employer sur Backseat et sur l'émission. Un peu partout. Non, le troisième truc, c'est juste c'est juste que moi, ça m'intéressait, mais là, c'est plus un truc de fond, mais le fait qu'elle dise genre pour elle, woke, vraiment, c'était quelque chose de très insultant, etc. Moi, ça m'a un petit peu remis aussi un peu dans le bain. Du coup, je refais juste un petit parallèle, mais j'ai fait beaucoup d'années à Montréal avant de venir. Backseat, ça a été mon premier boulot payé en France, en fait, hein, d'ailleurs. Que ça fait plaisir. Tu es mon employeur numéro 1, Jean. Non, ouais, woke, c'était carrément... Enfin, les gens se disaient woke, en fait, dans la rue à Montréal, là où j'étais. C'était pas du tout une insulte. Et moi, ça a été aussi un peu une espèce de premier... rapport à la politique française aussi, de me confronter. Bon, il y a des camps, il y a des choses, il y a des idées, il y a aussi des mots, il y a une culture différente. Il y a des Sarah El Haïry, il y a des Najat Vallaud-Belkacem, et il y en a d'autres aussi. Il y a plein de gens nouveaux qui arrivent. Bref, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça a été aussi une vraie immersion dans la culture politique française. C'était intéressant, et surtout, ça nous rappelle, et ça fait un parallèle avec ce qu'on disait au début de cette émission, l'ambiance médiatique en France à l'automne dernier, je pense qu'on l'a oublié, mais c'était lunaire. Ouais. C'était Éric Zemmour a mangé une tartine, Éric Zemmour est en train de marcher dans la rue, Éric Zemmour, il y avait une ambiance d'extrême droite. L'enfer. J'ai un souvenir où avec Usul, on avait regardé ensemble Éric Zemmour chez... Face à Baba, donc chez Cyril Hanouna. Ah oui. Et donc il y avait une ambiance acquise du coup à Éric Zemmour, c'était l'invité, il y avait des gens qui venaient, etc. Et il y avait Alexis Corbière de la France Insoumise qui venait. Et Alexis Corbière était l'élément intolérable de l'émission. Lui qui venait avec son antiracisme, alors peut-être avec son bagou, etc. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est Cyril Hanouna, hein, c'est aussi une ambiance, ces émissions. Et il avait été sorti littéralement avec le public qui le huait et le sortait du plateau pendant que Zemmour était non, mais allez-y, sortez, monsieur. Et voilà, ce moment où le wokisme, effectivement, devient intolérable. Et c'est ce qu'on disait au début de l'émission, t'étais pas là, Gaspard, mais c'est comment l'ambiance a changé depuis la NUPES. Ça y est, Mélenchon devient l'opposant numéro 1. Ça y est, on se remet à parler de violences policières, on se remet à parler c'est fou à quel point notre débat public est capable d'évoluer en quelques mois. Ouais, c'est vrai, et c'est bon, c'est assez impressionnant. Il faut vraiment que tu parles dans le micro, ça fait depuis le début de la saison que je le dis. Là, elle se fait les ongles des pieds. Non, de toute façon, c'est pas important.
Donc, oui, non, si elle s'énerve quand tu lui dis ça, c'est parce qu'elle a ces mois de débat derrière où le moindre truc où tu dis attention, c'est pas très féministe, ok, on te saute dessus, quoi. Et elle est à bout. Comme le débat politique, comme le débat public, comme tu le dis, était à bout à ce moment-là, quoi, sur ces trucs-là. Et paradoxalement, mais tu dis, il se passe beaucoup de choses en quelques mois. Moi, la fois dernière que j'étais sur ce siège, il y avait, je crois qu'on était à peu près à la période, ok, est-ce que Xavier Bertrand va être au second tour? Donc, il peut se passer des choses et on était aussi loin de s'imaginer que ce serait Pape Ndiaye seul successeur de Jean-Michel Blanquer et fasse un peu la continuité de Najat. Non mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et alors moi aussi du coup j'ai sélectionné un extrait, justement l'extrait avec Cécile Duflot. Cécile Duflot qui est venue, donc qui n'est plus en politique, qui est sortie de la politique, qui est aujourd'hui la patronne d'une ONG qui s'appelle Oxfam et qui milite pour l'environnement et la lutte contre les inégalités, et qui était venue nous parler un peu le retour sur son époque politique, sur comment est-ce qu'elle le vivait à l'époque, et elle nous avait raconté ça. Pendant longtemps, j'ai été, vous l'avez montré, chef du parti des écolos, qui s'engueulaient quand même de temps en temps. Et je disais, non, mais c'est bien qu'on ait des débats, je pourrais même refaire ma voix d'avant, qu'on ait des débats entre nous, ça donne de la clarté à la ligne politique qui est portée par le parti. Et ça envoie un message de transparence vis-à-vis des électeurs. Mon cul, c'est du poulet. En fait, quand vous n'avez pas à bouffer à la fin du mois, vous n'avez pas envie qu'il y ait un grand débat de clarté, de machin. Vous avez envie que globalement, là, il y ait une majorité de gauche écolo, où ce soit à minima moins pire et qu'ils soient capables de se parler. Voilà, c'est pas tant pour mon cul c'est du poulet, on en revient à c'est des trucs que nos invités politiques ont lâchés sur ce plateau qui lâchent pas ailleurs. D'ailleurs, elle s'en souvenait pas qu'elle l'avait dit quand je lui ai rappelé après. Morte de honte, morte de rire. Mais je suis d'accord avec toi, ce moment où là, Cécile Duflot, elle nous lâche un truc de vérité d'un responsable politique qui est sorti de la politique, qui dit mais putain, à l'époque, je disais des conneries sur les plateaux de télé et j'y croyais qu'à moitié, mais vous comprenez machin, alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus radical, je vois les choses différemment. Et je suis content du coup qu'on ait reçu Cécile Duflot aussi pour cette raison-là. J'aurais voulu qu'on reçoive Benoît Hamon aussi pour la même raison. Sorti de la politique et maintenant quel regard vous portez dessus, rappelez-vous à l'époque. Et c'était vachement chouette. Et pour revenir sur le mon cul c'est du poulet, et ça fait écho à ce que tu disais, on a eu sur ce plateau effectivement des politiques qui ont lâché des trucs. Je me souviens, la première c'était Barbara Pompili qui, sans faire attention et sans même le remarquer elle-même, elle a lâché un putain. Genre une espèce de teint, enfin un truc comme ça dans sa phrase, et moi je me suis dit putain, elle est ministre, elle vient de le dire, jamais elle l'aurait dit sur un autre plateau. On a eu Castaner qui nous a dit moi ça me fait chier quand vous dites ça. Le ça me fait chier, il ne le dira jamais dans aucun autre micro. Et donc c'est ces moments où Baxit a réussi aussi sa mission d'accueillir des politiques dans un contexte qui les rend susceptibles de dire des gros mots. Mais parce que vous les connaissez comme moi les politiques, quand on discute avec eux en micro, qu'on fume des clopes ou qu'on boit des coups, ils te parlent franco, ils disent mais casse les couilles, l'autre ils ont envie de lui coller des tartes et tout, mais ils reprennent le contrôle dès qu'ils sont derrière un micro, ils redeviennent des politiques. Attends, moi je me souviens une fois j'étais sur France Info TV, j'arrive juste avant, il y avait Coralie Dubos avec Emmanuel Bompard qui sortait de plateau. Alors en plateau ils étaient là, vous monsieur Bompard machin, et puis derrière, je crois que c'était Bompard, et derrière ils étaient là genre limite à se marrer, genre tu fais quoi après, tu vois, genre moi j'ai vu Caroline Fiat et Julien Aubert aussi. Tout le temps comme ça, c'est ouf. Donc voilà, non, ça c'est l'extrait que j'ai choisi pour cette raison-là. Et voilà, sinon du reste, qu'est-ce qu'on a envie de dire à l'occasion de cette dernière émission de la saison 1 ? Moi j'ai un message pour les gens qui nous regardent. Bah ouais, vas-y. Merci. N'arrêtez pas de vous intéresser à la politique. C'est pas parce qu'on sera plus là, mais voilà, si vous le souhaitez en tout cas. Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, mais peu importe. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on fait un travail de vulgarisation. Moi, ce que j'espère, c'est qu'à travers cette émission, on aura pu vous donner des clés de compréhension d'un certain nombre de choses, en espérant que peut-être ça vous aura donné envie d'aller plus loin. Mais voilà, dites-vous que ça peut valoir le coup, peut-être. Et sinon, vous pouvez aussi faire autre chose, hein, je m'en tape, mais voilà, c'était juste comme ça. Non, mais t'as raison. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et pour aller dans ton sens, faites ce que vous voulez. Et j'espère aussi qu'on vous aura démontré sur ce plateau que on peut s'intéresser à la politique sans être calé. Enfin, sans être pas besoin de sortir de Sciences Po, d'être un expert en droit constitutionnel, etc. Vous avez le droit d'avoir une opinion. Regardez Usul. Regardez les productions d'Usul si vous le souhaitez, mais ouais, non, clairement. Ouais. Moi, il y a l'aspect. Je suis pas sûr qu'on soit toujours très didactique, autant qu'il le faudrait. Parfois, oui. C'est pas toujours, parfois oui, peut-être. Mais moi, j'aime bien aussi l'idée qu'il puisse y avoir aussi des espaces sur lesquels. J'ai pris Samuel Gribowski tout à l'heure. On a parlé d'Ajat Belkacem qui revient sur le wokisme, machin, mais qu'on puisse avoir un espace qui soit pas non plus sous la tyrannie des dernières paniques. Alors, certes, on a suivi l'actualité électorale, mais on n'a jamais passé 20 minutes sur le Burkini à Grenoble.
Grenoble. On n'a jamais passé un sujet de la semaine entier sur les trucs de merde sur lesquels ils sont capables de faire 1 heure sur CNews. Il y a quand même une autre hiérarchie. Donc on a notre petit plateau de papote. Ça n'est souvent qu'un petit plateau de papote. Et même, rappelle-toi, mais on a le droit de le faire aussi, quoi. On s'est parfois fait engueuler parce qu'on parlait pas de Jean-Luc Mélenchon qui vient de dire, etc. On était en mode non, mais en fait, il y a une autre hiérarchie de l'info. C'est très intéressant, Mélenchon et ses problèmes internes. Mais là, en fait, il est en train de se passer un truc. On avait choisi de parler de la guerre en Ukraine à la place du doigt de Zemmour, c'est ça? Oui, des trucs comme ça. Et tu avais tous les insoumis dans le chat qui étaient sur vénère et tu en mode on va en parler, ça arrive, mais en fait, c'est le deuxième sujet. D'abord, on voulait quand même parler d'un truc un peu sérieux qui est en train de se passer à côté. Et donc, la hiérarchie de l'information. Nous aussi, on a proposé une hiérarchie de l'information. Absolument. Vous avez le droit de suivre, si vous souhaitez, les polémiques Twitter du jour et tout. Ça fait partie de la vie politique et du débat public. Nous, on a parfois essayé de prendre de la distance critique, du recul, en disant bah là, il se passe quand même des trucs, c'est intéressant et venez, on en parle parce que ça peut passer sous le radar et tout. Donc non, c'était cool. Et moi, si j'avais un souhait pour la saison 2 de Backseat, ce serait de parler peut-être, d'élargir un petit peu au-delà des thèmes vraiment, mais je sais parce que j'ai fait pareil dans Ouvrez les guillemets cette année qui est devenue Ouvrez l'Élysée, j'ai fait moins de sujets sociaux, société, etc. et plus de politique, élection. C'était une année d'élection, donc on a fait beaucoup politique, élection, mais il y a d'autres manières de voir la politique. De toute façon, si Macron a une majorité à l'Assemblée nationale, il risque d'y avoir de grands mouvements de grève qu'on va pouvoir commenter, et pourquoi pas recevoir Philippe Martinez ou des trucs comme ça. Non mais de toute évidence, de toute façon, c'est comme ça que j'ai positionné éditorialement l'émission dès le début. On est en présidentielle, on va parler de la présidentielle et on va assumer le fait qu'on est en train de vivre un moment politique tourné autour d'une élection particulière et importante. Mais donc s'il y a une saison 2, je suis d'accord avec toi, essayer d'élargir, de continuer à suivre l'actualité, mais avec d'autres regards que seulement des politiques. Tu vois, on a reçu que des politiques sur le plateau. On n'a jamais reçu de journalistes, d'experts et tout. Mais tu vois, il y a des gros sujets genre l'école. On n'a jamais fait une émission vraiment sur l'école. Même avec Najat Vallaud-Belkacem, on lui a aussi un peu parlé d'autres choses. Et or, c'est un gros sujet, et ça va se reposer, etc. Et c'est vrai qu'on a plutôt été sur les élections, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, et puis le côté politicienne, parce que ça nous intéressait aussi. Après, moi, je souhaite continuer à suivre l'actualité. Je veux pas faire une émission comme ça, sortie d'une pavillon, on parle d'environnement. Il se passe un truc particulier en ce moment. Sur l'actualité, bien sûr. Donc voilà. Dernier truc à dire, Gaspard ? Non, moi j'ai continué à regarder l'émission sans forcément être sur le plateau et j'ai pris, franchement, j'avais pas une culture de l'actu chaude aussi. Tu vois, je lisais pas nécessairement la presse tous les matins. Moi, j'avais une matinale de temps en temps dans les oreilles, mais je me suis mis à regarder l'émission vraiment assez fidèlement, plus sur la partie actu de la semaine. J'ai rattrapé du coup quelques extraits. Certains invités politiques qui sont aussi des séquences hyper intéressantes, mais je trouve que l'émission a beaucoup de sens aussi parce qu'il y a trop peu d'acteurs qui aujourd'hui nous permettent d'avoir une vraie veille d'actualité, une vraie revue de presse qui soit parce que c'est intéressant de suivre une personne, un humain, mais forcément tu vas rentrer dans une forme de biais par rapport à cette personne. Là, il y a quand même une pluralité d'opinions qui est sur le plateau et là-dessus c'était très intéressant. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était leur partie préférée, la revue de la semaine. Oui, je le comprends. Alors, tiens, tu vois, sur les retours, moi j'ai eu vraiment 2 échos très intéressants sur les invités de la semaine et le quiz à la con. Il y a des personnes qui généralement sont plutôt des passionnés de politique qui disent mais je comprends pas pourquoi vous invitez des gens qui s'en branlent de la politique, c'est naze, c'est la partie qui m'intéresse le moins, etc. Et le quiz à la con, pareil, c'est vraiment à chier, machin, soyez sérieux, bordel. Je peux le comprendre. Et d'autres qui à l'inverse disaient c'est le seul truc que je regarde. C'est l'invité de la semaine. Moi, je suis désolé, là, vos sujets de la semaine et votre invité politique, moi, vous me perdez. Moi, je préfère voir un youtubeur qui me ressemble et qui est comme moi, un peu largué et tout. Et moi, je comprends Gaspard, je comprends les deux. L'invité de la semaine, il est bien ou pas bien. Tu peux t'en foutre, le connaître ou pas le connaître. Ça peut être, mais c'est assez aléatoire. Ça dépend complètement de l'invité, pas seulement celui de la semaine. Je veux dire, même l'invité politique. Alors que la revue de la semaine, c'est un truc. Je crois que c'est un des trucs qu'on prépare le plus de toute façon. Oui, je pense aussi. C'est le truc le plus préparé. Donc, je sais pas. Et ça me fait réaliser un truc quand même, c'est que les séquences de cette émission sont quand même hyper variées. T'as peu d'émissions aujourd'hui qui font autant de choses, qui font à la fois de l'actu, mais qui font aussi, qui reçoivent un invité, mais aussi une interview politique et à la fois une séquence de jeu. Et de carte blanche. Il y a beaucoup de séquences. Il y a un chien, c'était hyper ambitieux. Des fois, il y a des chiens, il y a des happenings. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séquences, c'est vrai. On avait réfléchi à en rajouter, etc. Et en fait, c'est déjà 2h30 d'émission, c'est déjà assez long. Et c'est suffisamment varié. Non, mais c'est vrai. C'est plutôt une bonne émission. Oui, c'est bien, globalement. Et toi, Jean cool. Bravo, Jean. Mais merci à vous. Non, mais merci à vous. C'est grâce à vous. Merci à vous, le public aussi. Donc voilà, c'est juste la fin de la saison 1. Moi, je vais partir en vacances. Je vais prendre le temps de me reposer, tout ça. On verra s'il y aura une saison 2, dans quelles conditions, etc.
mais on verra plus tard. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, merci d'avoir kiffé, merci à vous le public, merci à mon coproducteur, à Tab Production avec qui on a lancé cette aventure et c'était pas facile et ils ont assuré du début à la fin. Merci à vous les chroniqueurs et les chroniqueuses parce que pour vous aussi c'était un apprentissage. Merci à nos invités qui ont accepté de se prêter à l'exercice, c'était pas toujours facile. Merci à nos partenaires qui ont accepté de financer l'émission via le Before de Backseat. Je ne veux oublier personne. Merci le public, c'est la fin de Backseat. Bon été à tous, ciao, bye bye.